Bon, alors nous reprenons notre programme avec l'exposé de Charles Lanuny et nous proposons que, après l'exposé de Charles, on fasse une discussion générale portant, comme hier, sur les deux exposés à la fois. Je pense que ça a plus de sens. Donc, Charles Lanuny va nous parler. Le titre, c'est... Je sais. Bon, le titre c'est, vous le voyez, les fondements et abstraction, l'héritage de Grassmann. Bien. Alors, je centrerai mon intervention sur les affinités électives qui sous-tendent mathématiquement et philosophiquement les œuvres de Giuseppe Peano et de Hermann Grassmann. Il y a la dialectique de Schleiermacher. Bon, je ferai en gros 3 points. Et le schéma qu'on peut proposer, c'est la dialectisation à travers l'œuvre de Schleiermacher, de sa dialectique, la formation, si l'on peut dire, au sens de théorie des formes de Grassmann, et l'axiomatisation de Peano. Alors, il ne s'agit évidemment en aucun cas de quelque chose de vraiment nouveau, ni de très original, mais je souhaiterais simplement insister sur la dimension profondément spéculative de ce lien, en précisant philosophiquement le dispositif révolutionnaire à l'œuvre dans le travail grassmannien et l'influence qu'il aura pu avoir sur les travaux de Peano. Alors, je voudrais noter une caractéristique assez remarquable concernant la postérité de l'œuvre grassmannienne. Je présuppose que vous connaissez le sort de l'Haus des Neumonde de Grassmann, qui a eu très peu de succès du côté des mathématiciens. Cependant, dans la postérité, il y a une singularité. Plusieurs auteurs comprirent, mais souvent seulement pour partie, l'importance du programme grassmannien. Et un peu plus proche de nous, des mathématiciens ont décidé de poursuivre l'approche grassmannienne dans le contexte de la théorie des invariants. C'est à la suite d'illustres prédécesseurs tels que Clifford, Schroeder, Whitehead, dont la première monographie, Universal Algebra de 1898, devait inclure la première exposition systématique en anglais de la théorie de l'extension et de l'algèbre extérieure, ou encore Cartan, que ces travaux sont à la fois reconnus et développés, surtout dans le cadre de ce que je qualifierais de l'école italique, disons italienne, mais je dirais italique, pour souligner l'importance donnée à Grassmann en Italie. Tout d'abord, bien sûr, avec Giuseppe Peano, l'apparition en 1888 de son Calcolo, et puis de Buraliforti, avec son texte en français, son introduction à la géométrie différentielle, suivant la méthode de Hermann Grassmann, qui a été paru chez Gauthier Villard en 1897. Et tout proche de nous, les travaux, oui, vraiment tout proche de nous, les travaux de Giancarlo Rota, de Barnabé et de Brini on the Exterior Calculus of Inference Theory dans le journal of Algebra, paru en 1985. Et leur approche, l'approche du groupe de Rota, dont nous avions l'occasion de parler dans un colloque antérieur ici à l'Istituto Veneto, c'est que leur approche originale revient dans un premier temps sur la traduction-interprétation mathématique d'Élie Cartan, qui change une nouvelle fois et plus durablement la nature de la contribution de Grassmann. Ils reconnaissent volontiers le mérite indiscutable de Cartan. Évidemment, il s'agit de Élie Cartan, hein, pas de son fils
un des maîtres de Pierre Cartier, qui permit de réaliser un grand pas en avant, c'est ce que dit ça, en mesurant toute l'utilité qu'on pouvait attendre de l'introduction de la notion d'algèbre extérieure dans la théorie des invariants intégraux, et en faisant ainsi de cette algèbre un instrument indispensable aux mathématiciens et aux physiciens, bien sûr. Là-dessus, je vous renvoie à Bourbaki et aux éléments de mathématiques. Dans ses leçons sur les invariants intégraux, parues à Paris en 1922, Élie Cartan écrivait dans son introduction ceci. Plusieurs chapitres sont consacrés aux règles de calcul des formes différentielles qui se présentent sous les signes d'intégration multiple. M. Boursat donne à ces formes le nom d'expressions symboliques. Je propose de les appeler formes différentielles à multiplication extérieure, ou plus brièvement, formes différentielles extérieures, parce qu'elles obéissent aux règles de la multiplication extérieure de Hermann Grassmann. Voilà ce que déclare Élie Cartan dans les leçons sur les invariants intégraux. Alors bien que la plupart des notions soient respectées, ou du moins en conformité avec celles proprement proposées maladroitement par Grassmann, c'est ce qu'on reprochait à Grassmann de façon générale, l'approche de Cartan fera disparaître certaines d'entre elles. C'est le point de vue toujours de Rota. Et c'est précisément ce qui se produira lorsque l'avènement de l'analyse fonctionnelle mettra en avant la pertinence de la distinction entre un espace vectoriel et son dual, et leur appariement comme une forme bilinéaire, créant ainsi une situation qui entraînera la disparition du produit progressif, devenu inutile. Soit autrement dit, la dualité des espaces vectoriels permettra de ramener les produits régressifs aux produits extérieurs dans l'algèbre extérieure duale. Sur ces points, je renvoie à l'algèbre depuis 1840 de Dieudonné, dans son abrégé d'histoire des mathématiques, en 69 et 78. Cette transformation rend caduque la distinction entre produits régressifs et produits progressifs. Par la suite, Rota et ses collaborateurs reviendront sur cette radicale transformation, simplificatrice de prime abord, mais excessive dans son épuration. Pour Rota, l'idée de Grassmann aura été le développement d'un calcul. Voilà ce qu'il dit. For the join and meet of linear varieties in projective space, a calculus that is actually realized by the progressive and regressive products. Il poursuit ainsi. It has been amply demonstrated that this calculus furnishes the definitive notation for such computations. It would, however, be capricious to limit such a calculus to a single operation, just as capricious as limiting the algebra of set to the single operation of union. Furthermore, the dual space V étoile or vector space V plays no role in such a calculus. A hyperplane is an object living in view, and its identification with a linear functional is a step backwards in clarity. What is needed is an extension of the exterior algebra of V, which introduces the second operation, the meet as we call it, without appealing to vector space duality, and in a notation that is likely to provide the utmost transparency in simultaneously computing with both operations. Telle est la position de Giancarlo Rota sur Grassmann. Et c'est ce qui deviendra un des principaux objectifs de l'entreprise de Grassmann et de sa théorie combinatoire. Je conclurai ici en disant que Grassmann a été aussi le précurseur, ce qu'on sait un peu moins, de la notation des brackets de Dirac, avec cette notation qu'il a employée pour les produits scalaires. Je voudrais indiquer aussi quelques compagnons philosophiques essentiels à cette problématique. Je renvoie au texte de Lewis sur
Grassmann et Schleiermacher, publié en 1977, à Gilles Châtelet, qui a consacré un chapitre très important à géométrie et dialectique chez Grassmann, dans les enjeux du mobile, et à Paola Cantu, à sa thèse de doctorat sur la matematica da scienza delle grandezze e teorie delle forme. Sur l'introduction au rôle joué aussi par Grassmann dans le cadre de la physique mathématique contemporaine, on peut voir aussi The Road to Reality, A Complete Guide to the Laws of the Universe, publié par Sir Penrose en 2007. La deuxième édition de son ouvrage en 2007, en particulier le chapitre 2 et le chapitre 11. Alors je passe au fondement dialectique de la philosophie d'Hermann Grassmann, à savoir la dialectique de Schleiermacher. On peut affirmer que l'essence de la philosophie grassmannienne, mise en œuvre dans son Ausdehnungslehre, trouve sa source dans le texte intitulé Dialectique de Schleiermacher. Publié en 1839, il a été lu par Grassmann en 1840 comme compilation de notes tirées des cours de ses cours à l'université de Berlin de 1811 à 1831. La description des mathématiques par Schleiermacher, son analyse de la connaissance spécifique en dialectique et mathématiques, et son plaidoyer pour la méthode scientifique heuristique correspondent très étroitement à la part philosophique de l'Ausdehnungslehre de Grassmann. Note au passage que d'autres mathématiciens des débuts du siècle, tels que Bolzano, Riemann ou Hamilton, travaillaient explicitement dans des contextes philosophiques. Sur le cas de Grassmann en 1844. Entre 1800 et 1844, associé aux questions des fondements de la géométrie, remontant au problème des parallèles, c'est la méthodologie euclidienne qui était l'objet d'attaque. Ce qui signifiait que la séquence d'axiomes, de notions communes, de définitions, de théorèmes et de preuves, qui demeurait intacte comme prototype depuis Euclide, était remise radicalement en question. Chez Euclide, chaque proposition se tient d'elle-même. Sa connexion avec les autres n'est jamais indiquée. Les idées fondamentales contenues dans la preuve ne sont jamais établies. Les principes généraux n'existent pas. Dans les méthodes modernes, en géométrie projective par exemple, la plus grande importance est donnée aux pensées fondamentales qui traversent le tout. Et les principes généraux, qui engagent des groupes entiers de théorèmes sous un certain aspect, sont donnés en lieu et place de propositions séparées. La tendance générale est à la généralisation. Ça, c'est un texte de Aulas Henrici. En 1832, Jacob Steiner écrit ceci. « Ni la méthode synthétique, par laquelle on a une saisie directe des objets de la géométrie, ni la méthode analytique ne constituent l'essence de la question qui consiste en la découverte de la dépendance des formes les unes d'avec les autres, et en la manière dont leurs propriétés se prolongent des figures les plus simples aux figures les plus complexes. » En ce qui concerne la partie philosophique, Grassmann anticipe dans son introduction de 1878 qu'elle ne sera pas appréciée par la majorité des mathématiciens comme réaction générale à toute présentation de préliminaires de ce type. Grassmann est parfaitement conscient de son choix et de cette décision par rapport à la dimension philosophique. Parmi les mathématiciens, il y avait, non sans quelque justification, une certaine aversion à l'égard du débat philosophique autour des disciplines mathématiques et physiques. Et en effet, nombre d'investigations de ce type, telles qu'elles sont menées par Hegel, et son école en particulier, souffrent d'un manque de clarté et d'un caractère d'arbitraire qui annule tous leurs résultats. On a attribué la négligence de l'Ausdehnungslehre en partie à cause de la perspective kantienne dominante quant au caractère indispensable de l'intuition en mathématiques. On trouve la question de l'intuition centrale évidemment du côté des kantiens et qui est aussi un problème qu'on a pu voir autour du débat de l'école française, de Peano. Ainsi en 1845,
Appelt écrit à Möbius ceci. Avez-vous lu la remarquable Ausdehnungslehre de Grassmann? Il me semble quant à moi qu'elle est dominée par une fausse philosophie des mathématiques. Le caractère essentiel de la connaissance mathématique, qui est intuitif, semble en être totalement exclu. Une théorie abstraite de l'extension telle que la souhaite Grassmann ne peut être développée qu'à partir des concepts, mais la source de la connaissance mathématique ne se trouve point dans les concepts, mais dans l'intuition. C'est reporté dans Grassmann, Werke. Et évidemment, c'est la position kantienne type. En fait, le criticisme d'Appelt est identique à la description kantienne de l'incompréhension par les philosophes de la nature, c'est une attaque des philosophies et des philosophes de la nature, de l'usage de la métaphysique dans leurs sciences. Ce qui revient à dire que Grassmann était sous l'illusion de faire des mathématiques, alors qu'en réalité, il était en train de jouer avec des concepts, je cite en kantien, qui peuvent bien former un système logiquement consistant, ce jeu avec les concepts, mais manquant d'intuition, ne peuvent former une base pour une véritable connaissance mathématique. Et c'est ici que l'intervention de la dialectique de Schleiermacher se montre décisive, tant sur le plan philosophique que mathématique. Voilà ce que est dit. Bien que je ne veuille point soutenir avoir fait entièrement mienne les vues de Schleiermacher, car en réalité je n'en comprenais qu'un petit nombre, néanmoins il exerça toujours une grande influence sur mon développement, et je lui suis si fortement redevable que je dois le placer en tête de cette section. Au second semestre, j'ai suivi un ensemble de cours donnés par Schleiermacher que je n'ai jamais au demeurant pas compris. Néanmoins, son cours commença à exercer sur moi son influence. Ainsi, au cours de ma dernière année, j'étais totalement attiré par Schleiermacher. Bien qu'essentiellement concerné à l'époque par la philologie, c'est aussi un point commun avec Peano, sur en tout cas la question de la langue, je devais alors reconnaître pour la première fois qu'on pouvait apprendre de Schleiermacher quelque chose qui touchait toutes les sciences. Bon, toutes les sciences, qui renvoie aussi à des éléments chez Peano. C'est pourquoi, plus que donner une connaissance positive, il indique comment aborder chaque enquête du bon côté et comment la poursuivre de sa propre initiative, nous permettant de trouver la connaissance positive pour elle-même. En même temps, ces idées me stimulaient également, ces cours excitaient mon esprit, et tout cela ne pouvait qu'influencer mes croyances fondamentales, ainsi que tout mon mode de pensée. Voilà ce que déclare Grassmann. Ainsi, en ce qui concerne la division symétrique en termes opposés, qui traverse l'ensemble du texte de l'Ausdehnungslehre, on peut affirmer que Grassmann prend exemple chez Schleiermacher. Sa division de la Wissenschaft en réel et formel, sa décision d'écrire son ouvrage selon deux modalités tout à la fois contrastées et entrelacées, opposées et entremêlées, de même que les détails concernant les entités mathématiques fondamentales, renvoient tout simplement à la dialectique de Schleiermacher. L'origine de la dialectique. Dans la dialectique, la mathématique est essentiellement considérée comme science de la quantité, Größenlehre, mais malgré cet usage limité, comparé à l'Ausdehnungslehre, l'importance des mathématiques y est clairement établie. Je cite, « Par conséquent, en chaque pensée réelle, il y a autant de connaissances qu'il y a de dialectique et de mathématiques. » Par conséquent, en chaque pensée réelle, il y a autant de connaissances qu'il y a de dialectique et de mathématiques. Cité par Schleiermacher, page 309 de sa dialectique. La dialectique constitue la réponse donnée par Schleiermacher à son premier travail universitaire, à ses Grundlinien einer Kritik der bisherigen Sittenlehre, au fondement d'un criticisme de l'éthique actuelle, qui a été publié en 1808. Et la question que se pose à ce moment-là Schleiermacher, c'est quelles sont les conditions pour un traitement scientifique de l'éthique? C'était sa question fondamentale. Sa critique essentielle porte sur la possibilité supposée d'être en mesure de construire, pour toute discipline scientifique,
un système de connaissances clos et complet. Telle est sa critique. Or, pour Schleiermacher, un système parfait de connaissances n'a jamais été achevé et il pense que ce ne sera jamais le cas. L'intention scientifique de perfection et d'absoluité doit être orientée sur la méthode plutôt que sur le contenu. La méthodologie est alors, pour Schleiermacher, le déterminant essentiel de la science, et à la clôture des grandes lignes, il évalue 3 méthodes scientifiques qu'il considère comme mises en œuvre. La méthode rhapsodique, la méthode dogmatico-déductive et la méthode heuristique, qui sera celle la plus fondamentale pour Grassmann. La méthode rhapsodique est plutôt chaotique et vaine, comparant et classifiant des éléments particuliers sans principe d'organisation. C'est la plus imparfaite. Son seul avantage n'est que superficiel, évitant les disputes concernant les plus hauts principes, donc la plus pauvre. À l'extrême opposé se trouve la méthode dogmatico-déductive, qui tente de dériver une discipline scientifique à partir d'une simple position fixe. Ici, il y a au moins des règles qui déterminent la formation et les relations des concepts constitutifs. Un exemple de cette méthode est le traitement spinozien de l'éthique dans le style géométrique. Ces avantages tiennent tels que pratiqués par Spinoza dans, je cite, la référence génétique, soulignée, fréquente et directe à l'intuition originelle. Alors à ce propos de Spinoza et de la pensée mathématique, du retour dans la réflexion philosophique sur la pensée mathématique contemporaine, je vous renvoie à un texte de Bachelard que j'ai publié récemment avec Gerardo Iena, et qui est intitulé à l'origine Physique et métaphysique, paru dans les Spinozana, Septimana Spinozana à La Haye, chez Nischoff en 1933. Bachelard avait été invité à cette semaine spinozienne avec Brunswick, entre autres, qui aura écrit à la fin du XIXe siècle un ouvrage sur Spinoza, et Bachelard faisait partie de l'association des amis de Spinoza. Nous avons traduit en italien et j'ai commenté ce texte, et on l'a appelé Metaphysica della Matematica. Et il y a des points communs, importants, entre cette approche singulière et très intéressante de Spinoza par Bachelard, la philosophie de la mathématique contemporaine, telle que Bachelard l'a définie, et les positions de Schleiermacher. Alors cette méthode spinozienne peut être réalisée plus pleinement dans le cadre de la troisième méthode, à savoir la méthode heuristique. Voilà ce que dit Schleiermacher. Son essence ne consiste pas à procéder à partir d'un point fixe dans une seule direction, mais plutôt dans la détermination de chaque particulier. Elle présente toujours les principes généraux et les éléments particuliers, rassemblés, en suivant une procédure septique à travers des points intermédiaires, les unissant comme s'il s'agissait d'une étincelle électrique. Là, on repère évidemment des liens avec la position de Grassmann. L'avantage de cette méthode, appliquée à toutes les sciences, c'est ce sur quoi insiste Schleiermacher, est d'offrir une complétude organique, tous les éléments partiels étant formés simultanément et en bonne proportion. Aucune science ne peut, au sens le plus pur, être regardée comme complète en elle-même, mais seulement en union avec toutes les autres, sous la houlette de la science la plus haute, qui contient le fondement commun de l'existence de toutes et qui soutient chacune d'entre elles à travers la connexion avec toutes les autres. C'est cette science la plus haute que Schleiermacher appelle dialectique, où la méthode heuristique joue son rôle fondamental. Je passe à la nature dialectique de la connaissance. Pour Schleiermacher, la dialectique investit les processus de connaissance comme tels,
un processus qui peut être divisé en construction et en combinaison. Le processus de combinaison peut être lui-même divisé en méthode architectonique et en méthode heuristique, et la méthode heuristique en déduction et induction. À chaque niveau, les oppositions peuvent être regardées comme exprimant un aspect de l'opposition de l'unité et de la multiplicité, de l'absolu et de l'empirique. Dans le même temps, il ne s'agit jamais de l'expression d'opposition absolue, mais toujours relative. Dans chaque cas, les divisions antagonistes se déterminent l'une l'autre. Cette dualité polaire et ce relativisme sont considérés par Schleiermacher comme une partie essentielle de la réalité jamais totalement résolue ou expliquée. La dialectique n'est pas comprise ici comme une organisation systématique et fermée de la connaissance, ce qui fait une différence avec la résolution dialectique de la contradiction par la synthèse chez Hegel, mais plutôt comme une présentation des conditions qui rendent une telle organisation possible. Et sur cette notion de possibilité, Paola Cantu y a fait référence aussi chez Peano. Je pense que la notion de possibilité qui est très importante, par exemple dans l'œuvre de Bachelard, est un point absolument décisif dans la considération philosophique positive. Tandis que les mathématiques comme science de la quantité ont leur rôle à jouer dans cette présentation, en même temps, en tant que branche de la connaissance, elles tombent sous la loi de la dialectique comme toutes les autres sciences. S'ensuit par exemple de cette définition de la connaissance, et ça c'est assez singulier, que l'espace et le temps ne sont pas simplement des formes de nos représentations, comme chez Kant, mais en opposition à Kant, elles renvoient aux formes des choses en soi elles-mêmes. C'est un point commun avec les philosophes de la nature. D'où pour Schleiermacher l'impossibilité d'un espace vide. C'est assez intéressant par rapport à la physique contemporaine. Voilà ce qu'il déclare. Même sans matière, l'espace serait rempli d'action. L'espace est l'extériorité mutuelle des objets et le temps l'extériorité mutuelle des actions. Pour Schleiermacher, il n'y a aucune connaissance absolue dans la situation, en réalité commune à chacun. C'est ce qu'il appelle une connaissance pure. Voilà ce qu'il déclare. Aucune connaissance exprimée dans deux langues différentes ne saurait être considérée comme entièrement la même, pas même chose, ou A égale A. Par conséquent, il n'y a en réalité aucune connaissance pure, mais bien plutôt diverses sphères concentriques de communautés de méthodes et de principes. Ainsi, nous devons nécessairement assumer derrière la différence d'une connaissance particulière une identité générique et ainsi maintenir la pureté de l'idée de connaissance, même si nous ne pouvons indiquer aucun objet dans lequel elle serait manifeste. La connaissance mathématique comme telle est prise en exemple par Schleiermacher. Elle ne requiert aucun langage séparé et toute découverte y est particulière. Elle n'existe qu'à travers des combinaisons personnelles et par ce biais elle devient relative. Il suffit de comparer la mathématique ancienne avec les nouvelles méthodes mathématiques. Il est certain que les résultats sont les mêmes, mais la connaissance n'est pas dans le résultat, elle est dans l'accomplissement de la pensée. D'autres citations de Schleiermacher. L'idée de connaissance sous la forme isolée du général est la dialectique. L'idée de connaissance sous la forme isolée du général est la dialectique. La mathématique est la science de l'aspect particulier ou quantitatif de la connaissance. L'idée de connaissance sous la forme isolée du particulier, non plus du général, n'est autre que la mathématique. La mathématique forme donc l'élément complémentaire de la dialectique, et toute pensée actuelle et spécifique n'est scientifique que dans la mesure où elle contient dialectique et mathématique. Page 309 de sa dialectique. Face aux implications de la dialectique pour les mathématiques, la mathématique étant introduite comme le dual polaire
de la dialectique, et la dialectique étant considérée comme l'architectonique de toutes les connaissances, on peut affirmer que la mathématique est l'heuristique de toute connaissance. L'heuristique est empirique, en ce sens qu'elle est limitée au particulier, et c'est précisément la caractérisation des mathématiques. Schleiermacher déclare ainsi « Les mathématiques sont plus du côté de la forme empirique, la dialectique plus du côté de la forme spéculative. » Or, Schleiermacher établit aussi que, je cite, « Les véritables mathématiciens attribuent tout à l'intuition. » Or, intuition dans la dialectique renvoie à cette pensée spécifique, où le poids est également partagé entre l'organique et l'intellectuel, dit-il. Organique décrit la pensée sous la forme de la collection, tandis qu'intellectuel décrit ce qui est sous la spécialisation, qui est assimilé simultanément à l'unification et à l'opposition. L'intuition représente la forme médiane entre pensée rationnelle, où l'intellectuel domine, et perception, Wahrnehmen, où l'organique domine. Donc on a un effet de balancement dans cette dialectique de Schleiermacher. La manière dont, en général, les oppositions kantiennes sont utilisées s'avère antithétique à cette dialectique. Pour Kant, un jugement ne peut être à la fois a priori et a posteriori, à la fois analytique et synthétique. Or, Schleiermacher caractérise cette même nature contradictoire et spécifique des mathématiques, ses aspects idéaux et réels, ou purs et appliqués, non par l'intersection de deux classes de jugement, ceux de Kant, que par le balancement de deux modes de pensée opposés, chacun étant séparé comme une sorte d'identité pure indépendante. Enfin, même la connaissance mathématique change dans le temps et en général sujette à un certain degré aux mêmes conditions d'incertitude que les autres formes du savoir. C'est pourquoi les mathématiques doivent faire usage des concepts purs, au même titre que des constructions de concepts dans l'intuition, gouvernées par les principes de cette dialectique. Grassmann proclamait que la part philosophique de l'Ausdehnungslehre pouvait être omise par le lecteur sans perte de compréhension de la partie mathématique. Or, du point de vue de la dialectique de Schleiermacher, la forme de présentation de l'ensemble de l'ouvrage forme un tout avec cette part philosophique. C'est ce que Grassmann affirmera dans sa réédition de 1878. Dans cette seconde édition, vous savez qu'il y a eu l'édition de 1862, c'est-à-dire l'édition intermédiaire, dont il avait expurgé le texte de toute considération philosophique. Il s'adressait, espérait-il, aux mathématiciens qui étaient résistants à l'introduction de la philosophie. Mais ça n'a pas porté chance. Donc en 1878, voilà ce qu'il déclare. Dans cette seconde édition, j'ai laissé inchangé le texte de la première, à l'exception bien sûr des coquilles, car elle présente la mise en œuvre d'une seule idée fondamentale. Et la méthode de traitement est telle que je la crois fermement justifiée, et elle parle certainement bien plus aux lecteurs enclins à la philosophie que la méthode plus familière aux mathématiciens qui était celle de l'Ausdehnungslehre de 1862. Pour des raisons de temps, je conclurai ce point en notant que, comme dans la dialectique de Schleiermacher, les oppositions en jeu dans l'Ausdehnungslehre de 1844 et de 1878 exhibent les quelques propriétés suivantes. D'abord, l'un et le multiple apparaissent sous certains aspects en opposition, sous la forme du général et du particulier, du continu et du discret, de l'égal et du différent. Deuxièmement, on perçoit un relativisme où chacune des deux qualités opposées dépendent l'une de l'autre. Troisième point, une non-résolution. L'essence de la réalité est représentée par la tension entre les éléments opposés, plutôt que par leur synthèse ou leur résolution. Et dernier point, les oppositions sont utilisées comme les déterminants des concepts et des relations genre-espèce entre ces concepts. Ces caractéristiques sont à minima auto-évidentes dans la présentation des passages philosophiques et mathématiques les plus pertinents de l'Ausdehnungslehre grassmannienne.
Ici, une citation d'un philosophe post-kantien, lecteur sympathisant et attentif du texte de Grassmann, marquant clairement son opposition, lui-même post-kantien, aux réactions kantiennes de ses contemporains. Les considérations par lesquelles Grassmann introduit son œuvre créent ainsi un schéma logique, général, pour lequel les diverses formes de calcul, qui ont évolué indépendamment de l'Ausdehnungslehre, peuvent également être subsumées, car elles ne font que montrer sous un angle tout à fait nouveau que les éléments réels du calcul mathématique ne sont aucunement les grandeurs, mais les relations. Tout un débat aussi auquel faisait référence Paola Cantu tout à l'heure, et qui est toujours un problème actuel en mathématiques. La logique des mathématiques, telle que Grassmann la comprend, est en fait, au sens strict, une logique de la source, Logik des Ursprungs. Le concept fondamental de la source s'accomplit là où les membres d'une variété sont déduits d'un principe sériel défini qui les représente de manière exhaustive. Et j'ai cité Ernst Cassirer dans Substance et fonctions de 1910. Alors, quelques remarques conclusives sur Grassmann-Peano. Je reviens sur Grassmann et la philosophie. Le préjugé élevé contre la Ausdehnungslehre par d'éminents mathématiciens est renforcé par les coutumes de l'époque. Je prends l'exemple de